Bonjour et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin à nouveau aujourd'hui, un plaisir de vous retrouver. Merci d'être des nôtres. Contenu qui va être totalement différent de ce qui est l'habitude chez nous. Je voulais absolument vous présenter un ami à moi, quelqu'un de passionné particulièrement de Salvador Dali. Et comme vous le savez, ben, l'art et la culture ne sont pas nécessairement ce que nous partageons sur YouTube ici sur l'Espace Proactif sur une base régulière. Mais Félix est une personne passionnée, est une personne très renseignée concernant l'art, particulièrement Salvador Dali. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous le présenter aujourd'hui parce qu'il y a probablement quelques personnes en Europe ou à Montréal, au Canada, qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont trouver cette présentation intéressante. Félix, comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même? Ça va bien, merci. Écoute, d'entrée de jeu, tu as fait des expositions avec Salvador Dali du côté de l'Ontario, du côté de Toronto l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Oui. Vous aviez fait aussi Montréal. S'il y a quelqu'un qui connaît Salvador Dali plus que moi, puis c'est pas dur à battre en passant, ce n'est pas du tout C'est pas la meilleure référence. C'est pas la meilleure, je ne suis pas la meilleure référence. Écoute, tu m'avais expliqué ton projet, tu m'avais expliqué ce que tu faisais déjà il y a quelques années en arrière et franchement, ta passion m'a donné envie de découvrir le monde de Dali et je voulais t'offrir cette opportunité-là ce matin. Donc, écoute, Félix, premièrement, qu'est-ce qui a fait que Félix Bélanger a plongé dans le monde de Salvador Dali au fil des dernières années? Ben, écoute, c'est un concours de circonstances. Je m'aventurerai pas dans est-ce que c'est le hasard, le destin. Je vais essayer de pas mettre de nom là-dessus. On fait confiance à la vie. J'ai rencontré un collectionneur d'art en Europe en faisant du ski il y a plusieurs années, dans les Alpes. Alors, un endroit où on va pour décrocher de tout et on ne s'attend pas à vivre une aventure intellectuelle mais sportive. Puis j'ai eu des conversations extraordinaires avec ce monsieur-là. Il avait lui-même une collection personnelle d'œuvres. Et ça m'a amené, je vais faire l'histoire courte, mais ça m'a amené à me retrouver face à une œuvre dite de Salvador Dali, puis qui posait problème, il y avait un mystère dans cette peinture-là. Elle était attribuée à Dali, mais personne ne pouvait le confirmer. Alors, je me suis lancé dans des recherches. J'ai fait ce que... Moi, je suis historien de formation. J'ai fait ce que tout expert devrait faire, mais ne prend pas le temps de faire, c'est investir 6-7 mois de ma vie là-dedans avec une collègue. Et nos recherches nous ont révélé des choses à propos de Salvador Dali qu'aucun expert n'avait jamais réalisé. C'est cette peinture-là, force de chercher, de fouiller, qui nous a fait ces révélations-là sur l'artiste. Alors, ça m'a permis de rencontrer d'autres collectionneurs, des gens de musée, des gens du commerce de l'art. J'ai vraiment enquêté. Je suis allé au musée de Dali à Figueras. Je suis allé à sa maison à côté à Portliga, au château de sa femme. Puis c'est en me promenant dans ces lieux-là aussi que j'ai trouvé des indices qui étaient reliés à cette œuvre-là. Alors, plus j'avançais dans mes recherches, plus l'œuvre me faisait des révélations. Et ça m'a finalement amené à rencontrer un homme extraordinaire, un gars qui a toujours vécu sous le radar. Tu sais, il a commencé à travailler avec Salvador Dali en 1969. C'est son archiviste. Okay. Et c'est un archiviste. Dali avait besoin de donner un spectacle. Lui, non, pas du tout. C'est un gars de terrain, de livres. C'est un chercheur, c'est un scientifique. Et ce monsieur-là est toujours vivant, il est en bonne forme, il est toujours passionné de Salvador Dali. Il a vécu des belles années avec Dali à New York, à marcher bras dessus, bras dessous dans les rues de New York, faire la fête avec Andy Warhol. Puis c'est un monsieur qui a des histoires extraordinaires.
se chicaner avec Gala, la femme de Dali, qui était pas nécessairement une très, très bonne personne tout le temps. Alors, cette rencontre-là, c'est ça, m'a vraiment fait plonger dans l'univers dalinien. Lui, premièrement, il était impressionné par mes trouvailles. Rapidement dans la conversation, la première fois que je l'ai rencontré, il me dit, écoute, Félix, il n'y a personne qui est rentré dans mon bureau pour m'apprendre autant de choses que je ne savais pas sur mon vieux copain Salvador Dali. Alors, ça a piqué sa curiosité. Puis, ah oui, c'est très drôle parce que il est américain. Son nom, c'est Frank Hunter. Puis, c'est ça, il me dit, mais t'es qui, toi? Puis, on avait déjà bien connecté tous les deux. Alors, il me lance sa joke d'Américain. Il dit, est-ce que tu travailles pour les Russes? On a ri, puis je pense que ça a mis la table pour une belle relation. Et ça, c'est en 2019. Puis lui, excuse-moi, Félix, lui, oui. Est-ce qu'à l'époque, il détenait les droits des œuvres? Comment ça fonctionne? Non, Frank, c'est son archiviste. C'est lui qui tenait les archives de Salvador Dali. Et les œuvres... Lui, il a le droit sur le catalogue raisonné de l'œuvre graphique de Dali. Okay. Alors, aujourd'hui, c'est l'autorité en matière d'authentification. Il y a 2 personnes au monde qui font autorité en matière d'authentification. Il y a lui et Nicolas Descharnes qui est en France. Mais Frank est surtout spécialisé dans l'œuvre graphique, lithographie, sérigraphie, xylographie. Puis ça, c'est un corpus d'œuvres. Les gens ne s'imaginent pas le nombre d'œuvres graphiques que Dali a fait. Il en a fait à peu près 1700, alors qu'il a fait 1400 peintures. Mais on connaît plus ces peintures, bon, certaines plus que d'autres qui sont devenues célèbres, évidemment, mais son œuvre graphique, elle est fantastique parce que c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus parlant à ce niveau-là. Alors que ces peintures viennent nous jouer dans le cerveau, ces œuvres papier viennent nous chercher. C'est plein d'émotions. C'est assez surprenant. Alors, quand on a présenté, par exemple, la première exposition parce que Frank, dans les archives, évidemment, lui-même a beaucoup, beaucoup d'œuvres de Salvador Dali. Ouais. Alors, on a monté une première exposition à partir essentiellement de xylographie et d'œuvres graphiques. Et c'était la réaction de tout le monde, premièrement, de dire, mais c'est comme si je découvrais un nouveau Salvador Dali. Puis après ça, de se rendre compte combien c'était touchant. On a souvent vu des gens dans l'exposition s'arrêter devant une œuvre et avoir la larme à l'œil. C'était vraiment impressionnant. Ça, c'est la première exposition que vous aviez faite de Dali était à Montréal, hein, si ma mémoire... À Montréal, on a présenté ça dans le Vieux-Montréal, puis après ça, on a amené l'exposition à Toronto. Ça, c'était en 21, en pleine pandémie. Ouais, on ne peut plus parler de ça. Non. Et en 23, on est allé à Toronto avec l'exposition. Et là, on s'apprêtait à partir en tournée avec cette exposition-là, mais mon énergie, mon attention a été prise par un autre projet que j'avais commencé tranquillement à développer. Et finalement, ça a pris toute la place. Alors, on a cette exposition-là et on en a d'autres qui vont partir en tournée là, éventuellement. Mais là, c'est ça. Je focalise sur un projet, une installation permanente à Montréal. Alors, c'est le sujet du jour. C'est un musée. En fait, c'est un centre d'études des archives de Salvador Dali, mais annexé à ça, un musée essentiellement dédié à l'art graphique de Dali, faire découvrir ça aux gens, et aussi beaucoup de sculptures et quelques peintures, mais essentiellement l'art graphique, parce que c'est quelque chose qui a été pas nécessairement oublié. C'est beaucoup
les collectionneurs qui ont acquis ces œuvres-là. Et évidemment, à travers Frank, on connaît les plus grands collectionneurs du monde parce que tous les collectionneurs sérieux sont passés par lui pour l'authentification. Alors, on a accès à ces gens-là qui participent au projet là, d'installer ce musée-là à Montréal. Donc, un centre d'études, mais aussi, bien sûr, un attrait touristique important. Oui, donc, j'imagine qu'au niveau provincial, tout ce qui est ministre de la Culture et autres là, sont impliqués, évidemment, parce qu'il y a un intérêt financier de pouvoir... Puis pourquoi Montréal? Bien entendu, je crois que les gens qui nous regardent aujourd'hui, Félix, ont bien compris que tu es québécois. Mais oui, comme moi. Mais pourquoi Montréal en particulier? Est-ce qu'il y avait, parce qu'en fait, ça aurait pu être New York, ça aurait pu être d'autres endroits stratégiques aussi, j'imagine? Ben parce que Montréal est une ville d'art et de culture, parce que notre musée ne sera pas conventionnel. Ceux et celles qui sont familiers avec la façon de faire québécoise savent que le Québec a réinventé la danse. Il y a plusieurs décennies de ça avec la danse contemporaine avec des gens comme Louise Le Cavalier, le théâtre avec Robert Lepage, l'art circassien, le cirque du Soleil, les Sept Doigts de la Main, le cirque Éloise. Les entreprises, même maintenant dans la technologie, c'est Moment Factory qui organise des installations, des spectacles de lumière, etc., de projection partout dans le monde. Alors, c'est dans la foulée, je pense que je me permets de dire, je me permets d'extrapoler et de dire que Dali, aujourd'hui, aurait un plaisir fou à travailler avec les Québécois puis avec ce génie créatif-là. Alors non, notre musée ne sera pas ennuyant, pas du tout. S'il y en a qui pensent que c'est plate aller au musée, ils vont avoir un plaisir fou à venir rencontrer l'œuvre de ce fou chez cette bande de fous que sont les Montréalais. Alors, à l'époque, Félix aussi, là, si je me souviens bien, ce que vous aviez présenté à Montréal était vraiment une expérience multisensorielle. Oui. Donc, c'était au-delà là, de rentrer dans une salle blanche avec des toiles au mur. Oui. Ben oui, on s'est permis. Il y a beaucoup de gens, puis je le comprends, dans l'univers muséal, qui vont dire non, l'œuvre, tu la laisses parler. C'est correct. Mais nous, en fait, en présentant Dali, on fait attends. Dali était un homme spectacle, c'était un personnage, et ses œuvres dégagent ça. Alors, ce qu'on s'est permis de faire, c'est de supporter ces œuvres-là avec une ambiance musicale et un éclairage. On faisait rentrer les gens dans différentes thématiques. Puis, ben oui, on les a influencés un peu, comme on le fait au cinéma. On le sait des fois, il y a des bandes sonores qui sont presque un personnage dans des films. Alors, comme Dali est un conteur naturel, ben c'est ça, on s'est permis, on y est allé avec une approche très théâtrale, comme on le fait au théâtre. On vient supporter le propos avec de la musique et de l'éclairage, puis c'est ce qu'on a fait, puis c'est ce qu'on va continuer de faire, parce que de toute façon, les gens ont envie de ça aujourd'hui, ils vont avoir envie de ça très longtemps, cette expérience dite immersive, mais là, on parle... Aujourd'hui, le mot est galvaudé parce qu'immersif, on s'imagine que c'est des projections, mais non, une réelle immersion, mais avec des œuvres originales, authentiques de Salvador Dali. Et je pense que c'est pertinent, particulièrement, comme tu l'as dit, parce que, écoute, je suis quand même très peu connaissant du monde de Dali, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était vraiment une personne extrovertie, vraiment unique. Déjà que les artistes, généralement, ont une personnalité assez particulière. Je pense que lui était vraiment dans un autre monde. Donc, ça se porte bien en ce qui me concerne, justement, d'avoir l'audacité puis le courage d'aller un peu à l'extérieur des sentiers battus et de présenter quelque chose d'envergure comme ça. Donc,
Écoute, superbe. Tu as parlé d'Ali qui aurait créé 1700 peintures. Et là, encore une fois, merci de m'avoir renseigné à ce niveau-là. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de comprendre comment ça fonctionne dans le monde de l'art. Parce que dans ma tête à moi, je croyais qu'il avait peint toutes ses peintures et en fait, tu m'as appris que non. Comment ça fonctionne en fait dans le monde de l'art? Ah ben oui, mais je veux dire, qu'on parle de tous les artistes, tous les grands artistes qui ont eu de grandes carrières, lui, Andy Warhol, Léonard de Vinci, avaient des assistants, des gens qui travaillaient avec eux. Alors, en peinture, Dali, surtout à la fin de sa vie, il y avait toujours des collaborateurs. Il y avait même ce gars-là qui s'appelait B.A., qu'on appelle un esclave, qui peignait tous ses fonds pour lui. Puis Dali venait finir les détails. En gravure, Dali, au début de sa vie, il gravait lui-même. Tu sais, les gravures, c'est on grave les plaques pour faire la sérigraphie, la lithographie, la xylographie. Mais non, Dali, rapidement, a travaillé avec des équipes, avec des experts, des gens qui avaient un immense talent. Les meilleurs ateliers à Paris, des fois, pour une œuvre, ils pouvaient graver 30 à 35 plaques pour créer toutes les couleurs, les nuances, la profondeur. Un travail immense, extraordinaire. Fait qu'ils ne faisaient pas ça tout seul. Il y avait de l'assistance. Ouais, c'est ça. C'est comme ça pour tous les artistes, là. Et comment ça fonctionne? Pardon, Félix, et comment ça fonctionne au niveau justement de l'accessibilité des toiles ou des différents produits disponibles? Parce que là, bon, on a parlé là, de M. Hunter aux États-Unis, l'archiviste. Bien sûr qu'il y a des tonnes d'investisseurs, hein, des collectionneurs qui possèdent différents produits de Dali. Comment que ça fonctionne en fait au niveau de disponibilité pour pouvoir créer un projet tel que le tien avec un centre de recherche, un musée permanent en fait et autres? C'est quoi? Il loue les pièces, il les prête tout simplement pour le bénéfice des visiteurs? Comment ça fonctionne? Non, nous, on va acquérir les œuvres parce qu'on on investit beaucoup, on a une mission, on a un devoir de pérennité. On ne veut pas emprunter des collections, puis qu'un jour, le collectionneur nous dise où c'est descendant, ben on récupère les œuvres, puis là, on se retrouve le bec à l'eau. Alors, c'est des acquisitions. Puis, ouais, voilà. Donc, tu travailles avec des formes, avec des sociétés financières actuellement pour quantifier la valeur des œuvres, première des choses, j'imagine. Question de déterminer l'actif. Et ensuite de ça, en même temps, en parallèle, donc tu travailles pour pouvoir, est-ce que vous allez louer un endroit à Montréal? Est-ce que c'est déjà déterminé? On acquiert, même chose, on acquiert un bâtiment. On veut s'installer là pour quelques centaines d'années. Alors, c'est un projet qui va me survivre. C'est un projet qui ne pourra pas être déménagé ailleurs. OK. Alors, puis, on parle de quel endroit particulièrement? Est-ce que vous êtes centré dans le centre-ville de Montréal, dans le Vieux-Montréal? Quel est l'endroit? L'objectif, c'est de s'installer dans le Vieux-Montréal. Il y a un bâtiment, je ne peux pas révéler encore l'endroit parce qu'on est en discussion avec le propriétaire. Mais c'est notre choix numéro 1. On a évidemment un plan B, un plan C, mais on est sur la bonne voie de finaliser une entente avec le propriétaire. Puis tout ça, en fait, devrait démarrer là, si on respecte les temps. Tu parles de quoi, en fait, là? Probablement quoi, 2026, 2027? Écoute, ce qui est magnifique, c'est aussi pour ça qu'il y a ce bâtiment-là que je préconise parce que il est prêt. Le bâtiment, il est prêt à nous recevoir. On a quelques légères modifications à faire pour l'adapter à nos besoins, mais en termes de contrôle d'humidité, de température, il
C'est un bâtiment qui a été très, très bien entretenu. Le propriétaire en a pris grand soin en partant. Ça, c'est extraordinaire. Alors, ouais. Fait que ça voudrait dire, pour répondre à ta question, que automne 2025, on ouvre les portes. OK, on est très avancé dans le projet. Oui, ça fait quand même un bon bout de temps. Puis je sais aussi qu'en parallèle, tu peux peut-être nous donner aussi, là, tu focuses vraiment sur le musée permanent. Mais il y a différentes opportunités aussi qui peuvent se présenter, hein, parce que je me souviens aussi que l'année dernière, on avait discuté là, de la possibilité d'avoir des expositions satellites, en fait, qui peuvent se déplacer d'une manière plus locale dans les grandes villes, qu'elles soient québécoises ou ailleurs au Canada ou même aux États-Unis, d'avoir des œuvres, en fait, qui peuvent se déplacer là, par camion pour aller faire des expositions satellites différemment dans différents endroits. Donc, premièrement, vous allez avoir suffisamment d'œuvres pour avoir la capacité de le faire. Puis ça, c'est vraiment, j'imagine, un projet un peu parallèle, si tu veux, où ton objectif actuel, c'est de déterminer l'endroit fixe, mettre sur place la présentation permanente à Montréal et ensuite de développer toute une structure de musée pour pouvoir aller dans le Grand Québec et ailleurs pour présenter. C'est bien ça? Oui, exactement. On va, de là, on va créer différents types d'expositions, différents formats d'exposition. Une exposition à la blague, mais pour faire une image forte qui tient dans une valise. Aller jusqu'à une exposition qui demande 3 containers pour pouvoir se déplacer. Là. Alors, ça va nous permettre d'aller justement dans des lieux inusités, dans des petites villes, dans des... c'est un peu une mission aussi, donner un coup de main à des musées en région, leur offrir la possibilité de présenter une petite exposition de Salvador Dali qui va piquer la curiosité, qui va attirer l'attention et qui va donner la chance à ces musées-là d'attirer une clientèle qui ne serait pas venue voir l'exposition de Félix Bélanger parce que c'est bien beau ce que je peux peindre, mais c'est ma famille puis c'est mes amis qui vont venir voir l'exposition pour m'encourager. Mais bon, alors justement, ça va être cette chance-là d'attirer les gens avec Salvador Dali, mais de leur faire découvrir des artistes locaux. Puis évidemment, ben là, à eux de travailler la thématique, le lien entre les artistes qui sont nos contemporains, qui sont des gens qui vont profiter de la présence de Dali comme figure de proue, fer de lance ou phare dans la nuit. Il y a quand même une référence au niveau mondial, donc si ça peut soutenir, ça c'est la beauté de ça. Puis d'ailleurs, c'est la raison pourquoi j'étais très intéressé à en entendre parler quand on a démarré notre relation, toi et moi, il y a quelques années en arrière, parce que c'est un monde que je ne connais pas du tout. C'est pas mon secteur d'intérêt. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, ce qui t'a accroché, si tu permets, Martin, ce qui t'a accroché, c'est Salvador Dali. Justement, il y a des gens qui sont intimidés par les musées. Ils vont dire, moi, je ne vais pas là parce que je ne connais pas ça. Mais Salvador Dali, il ne crée pas cet effet-là chez les gens. Au contraire, les gens ils sont aimantés par lui. Ils ne sont pas intimidés. Ils veulent, parce qu'ils ne cherchent pas, justement, son œuvre ne te demande pas de comprendre quelque chose. Son œuvre, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'ouvre à ton propre imaginaire. C'est vrai. Les gens devant ces œuvres, c'est ça, ils partent dans leur propre folie. Alors, Dali, c'est un déclencheur. Alors, il nous stimule. C'est ça qui est le fun. C'est une des choses que j'adore de Dali. Et autant ses œuvres sont complexes, puis en même temps, il y a eu ce génie-là de les rendre accessibles. Alors, je ne partirai pas là-dessus parce que c'est une longue histoire. Je pense avoir compris comment il a fait ça, mais ça je trouve ça fantastique. Je me rappelle, écoute, il y a quelques années en arrière, quand j'avais été te visiter à la maison, Félix, puis tu m'as un peu pris par surprise parce que je ne m'y attendais pas, mais si tu te souviens, en tout cas, moi, je m'en souviens très bien.
Tu m'as fait mettre une paire de gants dans ta cuisine Ouais. et tu as commencé à dérouler des œuvres devant moi. Puis encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui est culturellement évolué. Franchement, quand les œuvres se sont ouvertes devant moi, puis que j'ai senti l'opportunité que j'avais aujourd'hui, à ce moment-là, d'ailleurs, de pouvoir regarder et de pouvoir toucher ces œuvres-là, euh, c'était beaucoup plus beau pour moi d'avoir accès à ça que d'avoir la signature ou une photo de Madonna ou autre, ou que j'en ai absolument rien à foutre. Mais de pouvoir en fait partager justement ta passion pour Dali et d'avoir pour la première fois de ma vie devant mes yeux des œuvres de Dali, c'était quelque chose. Donc, tu vois, même moi qui n'ai pas quelqu'un de cultivé versus Dali, j'ai été quand même fortement impressionné d'avoir accès à cette porte-là que tu m'as ouvert. Puis je t'en remercie d'ailleurs parce que je m'en rappelle très, très bien. Cela dit, donc, qu'est-ce que tu cherches? De quoi as-tu besoin? Je me fie évidemment à l'ouverture des réseaux sociaux aujourd'hui pour t'offrir l'opportunité de peut-être rencontrer une personne qui peut devenir hyper influente pour te soutenir à développer ton projet, Félix. Quel est vraiment ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui pour pouvoir garantir là, le succès de ton aventure à Montréal et au-delà, là, au fil des prochaines années? Qu'est-ce qui est le plus pertinent pour toi aujourd'hui avec les gens que tu aurais l'occasion de rencontrer sur mon réseau aujourd'hui? Ben écoute, j'ai encore de la place pour un ou des partenaires financiers solides. C'est toujours, pour moi, là, c'est toujours utile parce qu'il y a d'autres opportunités aussi. Il y a celle-là, oui. Il y a d'autres opportunités qui s'offrent, qui sont sur la glace. Alors, c'est un projet qui peut être exponentiel. C'est un projet qui est viable. Tu parlais des gouvernements. Oui, on est en discussion avec le gouvernement du Québec. C'est sûr qu'il a démontré un grand intérêt. On parle d'une institution, ce musée-là, ça va devenir une institution qui va attirer 400 000, minimum 400 000 nouveaux touristes par année à Montréal. Ça, c'est l'autre point, Félix, en passant. Parce que là, tu m'amènes justement cette question-là dans ma tête, j'imagine qu'il y a des gens à l'international qui sont encore beaucoup plus passionnés de Dali que le commun des mortels montréalais, disons, et que ça peut amener énormément de gens de l'international à se déplacer vers Montréal vraiment dans le but d'aller visiter ce musée-là. C'est bien ce que je comprends. Ben oui. Ben oui. Tu sais, Montréal, c'est déjà, l'année dernière, c'est 11 millions de touristes à Montréal. C'est énorme. La population du Québec, c'est 8 millions. Exact. Et sur les 11 millions, j'ai toujours le plaisir de demander aux gens, il y en a combien? T'imagines qu'il y en a combien qui ne sont pas allés dans le vieux Montréal? Parce que tous les visiteurs de Montréal passent par le vieux Montréal. Fait que sur les 11 millions, il y en a peut-être 2 qui ne sont pas allés dans le vieux Montréal. Alors, nous, ça, moi, j'appelle ça mon cordon de sécurité. C'est mon bassin qui va faire que c'est sûr que le musée va très bien vivre, mais au-delà de ça, moi, ce que je veux, c'est attirer de nouveaux touristes. On a, tu as le Québec, tu as l'Ontario, en partant, tu as toute la côte est américaine. Il y a du très bon monde chez nos voisins, les États-Unis, n'est-ce pas? Des gens qui sont passionnés d'art et de culture et qui vont justement se faire un plaisir de venir prendre une bouffée d'air chez nous. OK. D'autant plus, Félix, que nous, ici, on parle surtout de finances. Excuse-moi, Martin, mais ça, là, le Québec, l'Ontario et les 8 États autour, tu mets ça ensemble, puis c'est la 3e économie mondiale. Tu vois, regarde, surprenant. Et en même temps, ne pas non plus sous-estimer le fait qu'avec la destruction qu'on est en train de voir de l'économie, même au Canada, l'avantage, c'est que le dollar canadien est très faible en valeur versus le dollar américain, versus l'euro. Et c'est une raison principale aussi pourquoi les gens viennent voyager du côté canadien pour en profiter. Écoute, on est à 1,5 l'euro, 1,5 le taux de change sur le dollar américain.
les gens qui ont encore envie de se payer une belle vacance et de sortir de leur zone. Et ben, ils peuvent le faire à peu de frais, en fait, pour venir passer du bon temps à Montréal. Donc, il y a aussi cette facette-là qui est intéressante, où c'est avantageux pour Ben oui. les étrangers à l'international de visiter Montréal, ceux qui l'ont déjà fait ou qui ne l'ont jamais fait. Et là, on ajoute évidemment un événement d'envergure qui leur permet justement de mettre ça dans leur plan voyage. Donc, Exactement. tu me disais, Félix, soutien financier, c'est quelque chose qui peut être regardé. Nous avons surtout beaucoup de gens de l'Europe qui nous regardent dans l'Europe francophone, que ce soit en Belgique, en Suisse, en France. Qu'est-ce que ces gens-là pourraient aussi t'apporter s'ils ont de l'intérêt à collaborer avec toi? Est-ce qu'il y a une possibilité de développer vers l'Europe aussi? J'essaie tout simplement de faire une séance de brainstorming en même temps qu'on discute. Oui, il y a évidemment toutes nos expositions itinérantes, mais je suis en discussion avec un paquet de gens. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas trop m'avancer, mais oui, comme Oh, je disais, quand je dis que c'est exponentiel, c'est vers les États-Unis, c'est vers l'Europe. On a de très, très bonnes assises en Europe. Puis, j'en profiterai pour dire, pour passer le message à nos amis suisses, belges, français, bonjour en passant, que dans cette grande période d'instabilité qu'on traverse, ben, il y a des valeurs refuges. Alors, ce projet-là, si on le regarde juste de manière très carrée, ben, c'est un bâtiment important à Montréal, puis c'est des collections d'œuvres d'art. Alors, t'as pas de meilleure valeur refuge que celle-là, là, en ces temps d'incertitude. c'est un très bon point, puis d'autant plus que malgré des périodes potentielles de récession où les moments sont plus difficiles, rien n'empêche qu'on sait très bien historiquement que les gens cherchent quand même à avoir certaines activités d'intérêt. Ben oui. Et par le fait même, donc, on peut facilement imaginer que les gens peuvent en profiter pour aller passer un temps au musée, pour aller visiter et de voir exactement et d'en profiter pour éduquer leurs enfants aussi sur l'histoire et sur tout ce qui se fait, particulièrement, encore une fois, sur Dali, qui est un être vraiment unique. Ben oui, la transmission de l'art. Écoute, je trouve ça fantastique. Je suis allé au Musée des Beaux-Arts ici à Montréal, puis de voir que la clientèle est composée beaucoup de jeunes, 17, 18, 20 ans. Je trouve ça fantastique. Et ça, c'est pas prêt de s'éteindre, là. Parce que suffit de ce moment-là où tu goûtes au plaisir, au bonheur d'être, tu l'as vécu toi-même, d'être devant une œuvre, une vraie œuvre, pas une photo sur Internet. Puis tu fais, oh wow, attends un peu, là, je comprends la différence. Mais une fois que tu l'as fait, ben, alors, non, les musées sont pas à veille de disparaître, là, au contraire. Tu sais, une œuvre, quand tu es en face d'une œuvre, c'est toute la différence entre être devant un coucher de soleil et voir une photo de coucher de soleil. Très, très bon point. C'est énorme. La photo est belle, là, mais c'est pas comme être devant le coucher de soleil. C'est la même chose pour les arts visuels. Tu peux regarder une Écoute, photo sur Internet, mais ça vient pas te chercher comme être en face de l'œuvre. non, c'est une expérience. Puis Ben d'autant oui, plus que, tel qu'on l'a mentionné, vous visez aussi une expérience multisensorielle oui, qui va être relativement unique. Puis là, vous avez en plus l'expérience, vous l'avez faite 2 fois justement ben oui. dans des musées satellites à Toronto et à Montréal. Donc, écoute, Félix, première des choses, ben merci encore une fois de ton temps de nous expliquer ça. Grand plaisir. Deuxièmement, bravo à toi. Écoute, ça prend énormément de courage. Je peux imaginer l'ampleur du travail qui doit être fait. Et en tant qu'entrepreneur, on a toujours besoin d'un coup de main ou s'il y a des gens qui peuvent nous soutenir, comme tu l'as Oui, mentionné, particulièrement financièrement, dans un secteur économique intéressant. Et c'était la raison pourquoi, d'ailleurs, je voulais le présenter aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ton adresse courriel, si tu le permets, au bas de l'écran de la vidéo aujourd'hui. Et qui est en contact, qui sait, on va laisser l'univers faire son travail, on va garder les bras grands ouverts. Et s'il y a des personnes d'impact qui désirent communiquer avec toi et de voir le potentiel de synergie, ben, tant mieux, nous aurons atteint ben notre oui. mission ce Puis matin.
Puis comme on s'adresse à nos amis européens, je vous dirais, il faut se mettre de ce côté-ci de l'Atlantique, là. Chez vous, vous avez des musées. Moi, j'adore me promener en Europe. Si on va à Paris, ben tous les grands maîtres sont partis par là, sont passés par là, donc ils ont laissé quelque chose. Picasso, Dali, Renoir, Monet, Van Gogh, nomme-les, ils sont tous passés par là, ils ont tous laissé quelque chose. Mais ça, en Amérique, ça n'existe pas tellement. Au Canada, un musée dédié à un seul artiste, ça n'existe pas. Il n'y a rien même pour Riopelle. Non, Riopelle, ils sont en train de construire qui est un grand artiste que j'adore, ils sont en train de construire ça va être un pavillon du Musée des Beaux-Arts de Québec qui va être dédié à Riopelle. C'est en train de se faire. Mais non, un musée dédié à un seul artiste et surtout un grand maître. C'est le fun, le Canada. Les États-Unis, ça a déjà été le fun. Ça va le redevenir, vous inquiétez pas. Mais non, Renoir n'est pas passé par ici. Puis Van Gogh non plus. Puis alors, non, il y a Dali qui est venu ici, qui a passé le tiers de sa vie à New York. OK. Alors, c'est pour ça qu'on a cette richesse-là ici et qu'on va la condenser en cet endroit-là. Alors, voilà. Ben, super. Ben, Félix, merci encore pour la belle entrevue aujourd'hui. Puis on fera un suivi avec toi là, dans les prochains mois pour voir comment tout cela se déroule. La meilleure des chances. Puis encore une fois, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui nous ont suivis pour la vidéo, qu'ils ont de l'intérêt culturel, qui sont titillés par ta proposition potentielle, bien, communiquez directement avec l'adresse courriel de Félix au bas de l'écran. Et prenez contact avec lui. Félix va se faire un plaisir de vous donner plus de détails sur comment vous pouvez travailler ensemble et de voir justement où tout cela vous amènera. Hein. Puis, ben moi, il me reste tout simplement à te souhaiter bonne chance dans ton projet, puis au plaisir de te revoir à ma prochaine visite à Montréal, Félix. Oui, grand plaisir. Tu me fais signe. Je vais te faire vivre des moments extraordinaires. Ben, merci à tous. Merci de partager la vidéo. Tout le monde. Puis, on se reparle bientôt et on se reparle pour une autre vidéo dans le système financier actuel, chers auditeurs. Bientôt, tout le monde. Salut, à la prochaine.